Nous revoilà partis pour tout ça. Si vous étiez hier avec nous, non, ce matin en fait, excusez-moi, dans Maintenant Média, nous avons traité d'un sujet qui mériterait en fait, pour tout vous dire, j'ai commencé à préparer une émission sur le sujet et puis je voulais vous parler de ces micro-sondages. Donc j'ai bouleversé le sommaire, mais je veux quand même l'aborder sur la manière dont les médias traitent Donald Trump et la manière dont les médias traitent Kamala Harris. Le traitement de Donald Trump, il y a des causes profondes qui remontent à la fois sur les traditions politiques américaines et son arrivée en 2015 et la manière dont les médias américains ont été complètement perdus face à ça, qui ont essayé d'appliquer des règles qui étaient les leurs depuis toujours à quelqu'un qui ne jouait pas à travers par ces règles-là. Un petit peu comme si vous invitiez quelqu'un à jouer un match de foot, mais qui lui venait jouer au rugby. Donc il prenait le ballon à la main en permanence, et donc c'est une des origines, ce n'est pas la seule. Je voudrais vous remontrer, Thomas, je pense que je l'ai remis, justement après ce town hall hier que Kamala Harris a fait sur CNN, alors que donc ça a été un town hall en 3 vagues. La première vague, il y a eu l'émission. Après, il y a eu les experts de plateau. Et ensuite, après, on est venu interroger les personnes qui étaient des électeurs et des électrices qui sont indécis, qui sont républicains, nombre d'entre eux, sur s'ils avaient changé d'avis et s'ils allaient voter pour Kamala Harris. Et donc, on a eu le sentiment de vivre 3 choses complètement différentes. La première fois, un town hall où Kamala Harris a été assez efficace, où elle a pu sortir quelques phrases clés, comme le fait qu'elle considérait que Donald Trump était un fasciste, qu'elle avait une to-do list et que Trump avait une enemy list. Le fait plusieurs fois qu'elle était prête à travailler avec les républicains, qu'elle ne s'interdirait, c'était vraiment des points aussi importants. 3 fois, elle a expliqué qu'elle ne s'interdit pas à prendre une bonne idée du moment que cette idée, même si quelle que soit l'origine de cette idée, si cette idée est bonne, il faut la cultiver. Donc on a ça. Puis après, on a les experts de plateau et on a l'impression que ça a été une catastrophe complète, la performance de Kamala Harris. Et puis après, donc, on a eu le panel qui réagissait et tous avaient la même opinion, c'est que, ils ne voteraient pas pour Donald Trump, ce qui était important, et que la plupart étaient prêts désormais à voter pour Kamala Harris. Donc, énorme différence de perception au moment de cette émission. Et il y a eu, au milieu de tout ça, 2 moments de lumière. On va regarder le premier qui était Jake Tapper, qui, justement, après que la journaliste Dana Bash ait dit « Ouais, finalement, elle n'a pas été... c'est pas vraiment... Elle n'a pas close the deal, elle n'a pas été suffisamment bonne sur tel ou tel point. » Vraiment des trucs extrêmement précis, un petit peu comme si on avait une analyse à chaud de quelque chose, donc sans le recul. Un petit peu comme si on avait des critiques de cinéma qui étaient en train de parler d'un film sans laisser le temps au film de grandir en eux, de s'installer en eux. À un moment, il les interrompt en disant « Ouais, bon, quand même, soyons clairs, c'est qu'on est en train de faire ce travail-là qu'on fait avec Kamala Harris, qu'on a fait pendant des années, mais de l'autre côté, il y a un gars, il est en train de nous dire qu'il veut tous nous envoyer en prison et utiliser l'armée contre les citoyens américains. » On regarde cet extrait. You know, it strikes me what's interesting about the moment we're in right now is that we in the media are treating Vice President Harris like we treat a normal politician, and we're critiquing her answers, and we're talking about, well, she could have said this differently, she could have said that differently. Meanwhile, the Republican nominee literally is talking about liberals being the enemy within, talking about using the military to go after these people. His defenders say, oh, no, he's talking about
going after illegal immigrants, or he's going after mobs in the street. And Trump will say, no, no, no. I mean, going after the Pelosi's, going after Adam Schiff, going after Democrats. And these campaigns are in two different universes. Yep. Donc voilà, donc ça a été le moment. Et puis, il y a eu ce moment où un des experts de plateau, qui est d'habitude le spécialiste justement de cette discipline-là, j'ai une expression qui m'est venue en tête, qui évoque le terme de mouche, mais je ne vais pas la dire en direct. Mais en tout cas, donc Van Jones a dit, mais en fait, c'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Et on voit que Van Jones a fait sa chronique, a fait cette intervention, sûrement parce qu'il était sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux étaient scandalisés de ce qu'était en train de faire CNN, parce qu'il dit, voilà, le public commence à en avoir marre, et c'est vrai, de cette différence de traitement. Donc là, on a son tweet, on a aussi son intervention en direct à Van Jones, où il dit, en fait, Kamala Harris, elle ne passe pas le même examen que Donald Trump. On lui demande d'être sans faute, alors que Donald Trump, lui, il est sans loi. On regarde ça tout de suite. Look. Kamala Harris and Donald Trump are not taking the same exam. Yeah. And I think it bothers people. They're not taking the same exam. He gets to be lawless. She has to be flawless. That's what's unfair. That's what's unfair. That's what's unfair tonight. That's what's unfair tonight. They're not taking the same exam. Look, she has policies. She may not articulate them perfectly every time. She may not put the stories in the right places, but she's fighting for actual ideas that will help real people. And he's talking about people's penises. And so they are not taking the same exam, and that's pissing people off. It's pissing me off. Well, and I'm also old enough to remember that if your fiscal plans were actually said to bankrupt the Social Security Trust Fund in sooner years, Donald Trump's, that would be a campaign-destroying issue. But we just gloss over things with Donald Trump. Et sur le fond, même si Van Jones est une part du problème, il a 100% raison. Il a 100% raison. Je voyais encore ce matin en France et principalement aux États-Unis les analyses de son town hall. Je voyais ce matin les questions que les journalistes, alors qu'elle arrivait à l'aéroport d'Atlanta, les questions que les journalistes venaient lui porter des demandes de précision, des trucs vraiment extrêmement précis. Je voulais vous montrer ce que Donald Trump fait en même temps. Et qui ne génère ni les mêmes critiques et surtout pas même la même attention. Il a fallu attendre, je ne sais pas si vous imaginez ça, j'ai fait cette recherche ce matin. Il a fallu attendre la deuxième semaine, excusez-moi, du mois d'octobre 2024 pour que le New York Times, qui est un journal, qui est le quotidien, qui a le plus d'influence, contrairement à ce qu'ils disent, le plus d'influence sur le traitement médiatique lors d'une campagne électorale, le plus d'influence, pas forcément sur les électeurs, mais le plus d'influence sur la manière dont les autres médias vont parler de cette information. Il a fallu attendre la deuxième semaine d'octobre pour que le New York Times fasse un article sur les difficultés cognitives de Donald Trump, sur le fait que ses discours partaient dans tous les sens, qu'il perdait globalement le fil de sa pensée, en utilisant pour la première fois des citations complètes de Donald Trump, sans faire ce fameux saying washing où on résume et on réécrit les propos de Donald Trump. Il a fallu attendre la deuxième semaine du mois d'octobre. En 2016, il a fallu attendre la première semaine du mois d'octobre pour que le New York Times utilise le mot de mensonge en parlant de Donald Trump, parce que ce n'était pas l'usage. Et donc, ce qui se passe, c'est que évidemment, le New York Times, et je vous expliquerai pourquoi
dans une émission prochaine, est libre de sa ligne éditoriale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'influence du New York Times sur tous les autres médias, hein, c'est un petit peu lorsque, je sais que l'influence a baissé, mais comparez-la avec il y a 20, il y a 30 ans, il y a 40 ans, en France, avec Le Monde. Ce qu'écrivait Le Monde, c'était la vérité. Et ce qu'écrivait Le Monde justifiait les autres articles. Je vais vous expliquer, quand mon premier livre est sorti sur l'affaire Dominici, personne n'y croyait au niveau de la maison d'édition, à part mon éditeur, à Flammarion, mais le reste de la maison d'édition n'y croyait pas. On sort le livre, il y a évidemment de la presse régionale parce que c'est l'affaire Dominici. On a très peu d'attention de la presse nationale, et puis, surprise complète, le chroniqueur historique, le chroniqueur judiciaire historique du Monde, qui est décédé maintenant et qui avait vécu une partie du procès, il fait un article complet d'une demi-page dans Le Monde, favorable à mon livre. Dans la même journée, j'ai fait le journal de TF1, j'ai fait 2 éditions du journal de France 2, je me suis retrouvé dans tous les médias parce que Le Monde en avait parlé. Et donc, le New York Times aux États-Unis a cette même influence. Et donc, quand le New York Times refuse de condamner Donald Trump, lorsque le New York Times, par exemple, fait des sondages sur l'âge de Joe Biden, lorsque le New York Times fait 31 articles en 3 jours sur l'âge de Joe Biden, ça a une influence sur les sujets qui sont évoqués par les autres médias. Et les médias américains passent à côté du vrai Donald Trump. Soit, on vous a montré cette illustration hier, parce que il y a un vrai art du côté de Donald Trump à chaque fois qu'il y a un sujet périlleux de porter l'attention sur autre chose. Hein, cette illustration de Volcker est absolument parfaite. Donc, pendant qu'il va y avoir les généraux de Trump qui expliquent que c'est un danger pour la démocratie américaine et un danger pour le reste du monde, que c'est un danger parce qu'il a cette fascination pour Hitler et c'est parce que c'est un fasciste, Donald Trump va venir parler de chats, de chiens, va parler du pénis de Arnold Palmer et va aller faire une opération de com dans un McDo en Pennsylvanie, un McDo fermé, et résultat, les médias vont se focaliser que sur ça. Et donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous montrer, pendant que les médias se focalisent sur le cirque, pendant que les médias font passer un grand oral de maîtrise universitaire à Kamala Harris et néglige Donald Trump, je vais vous montrer ce que fait Donald Trump et ce que dit Donald Trump. On va commencer, Thomas, c'est dans le dossier divers, par Donald Trump qui, ce matin, et vous allez voir le côté dangereux de la chose, était invité d'un show, d'une émission de radio, et, vu qu'il n'a plus peur de rien, il a expliqué que sa première décision, ce qui veut bien dire que quand je vous dis que le prisme de cette campagne, c'est la prison ou la présidence pour Trump, il a expliqué que la première décision qu'il prendrait, ce n'est pas de s'occuper des intérêts des Américains, c'est que sous 2 secondes, il renverrait Jack Smith. Pourquoi? Parce que Jack Smith enquête sur lui. On écoute Donald Trump. You're going to have a very tough choice the day after you take the oath of office, or maybe even the day that you take the oath of office. You're either going to have to pardon yourself or you're going to have to fire Jack Smith. Which one will you do? Oh, it's so easy. It's so easy. He's a crooked person. He's a dishonest person. We had a brave, brilliant judge in Florida. She's a brilliant judge, by the way. I don't know. I never spoke to her. We had a brave and very brilliant judge. And what she has suffered through with these animals, she was listening to why, putting out statements. She doesn't move fast. She doesn't that well. She moved fast. But the fact is, and the big case was that case, the Box case. You even said, "Oh, that's the big case." We won the Yes, I did. Case. We're in the process of winning all the other cases. I think
even sometimes when we have to go to appeal. We got immunity at the Supreme Court. It's so easy. I would fire him within 2 seconds. Donc pendant qu'on nous montre Donald Trump en train de faire cuire des frites, pendant que donc on demande à Kamala Harris de chiffrer à la virgule près son plan fiscal, Donald Trump agit déjà comme un dictateur, vu qu'il explique qu'il ne respectera pas les enquêtes en cours et que ça lui prendra moins de 2 secondes pour virer Jack Smith. Et ça, les médias n'en parlent pas. On va regarder, donc j'ai pris des images de hier pour vous montrer. Au même moment, il y a Kamala Harris qui fait son town hall et il y a Donald Trump qui lui fait 2 meetings différents en Géorgie où vous allez voir le contraste. On va d'abord regarder, tiens Thomas, son arrivée dans son deuxième en Géorgie. Voilà, donc c'est des arrivées. Donc c'est cette organisation Turning Point, donc qui doit trouver ce point où ça permet de trouver de trouver ces jeunes électeurs blancs qui vont voter pour Donald Trump. Donc avant ce meeting-là, Donald Trump avait fait un meeting parce que de plus en plus, c'est sur ces 4 derniers meetings, il y en a 3 qui sont autour de la religion. L'idée est d'activer les nationalistes chrétiens, les églises pour voter pour Donald Trump. Et donc, on va regarder dans quelques minutes quelques petits extraits rapides de ce meeting parce que je voudrais vous ouvrir l'antenne après pendant quelques minutes. Avant cela, dans cet autre meeting religieux, Donald Trump s'est vanté de parler à Netanyahou qui refuse d'avancer sur ces questions de cessez-le-feu, de libération des otages, parce que c'est aussi un facteur d'élection extrêmement grave. On a fait des émissions là-dessus. Donc vous avez Donald Trump, le même jour, 1 heure avant que Kamala Harris se retrouve sur CNN, qui avoue qu'il parle tous les jours à Netanyahou. On écoute Donald Trump. Bibi called me yesterday, called me the day before. We have a very good relationship. And I have to say fortunately they didn't listen to Biden, because if they listened to Biden, they'd right now be waiting for a bomb to drop on them. And they did their own work. They did not listen. They couldn't listen because what he was asking. In fact, just the other day, they said to him, are you okay with what they're doing? Well, I don't want them to attack the nuclear, and I don't want them to attack the oil. I said, really? That's sort of the opposite. If you go... Donc, Donald Trump est en train de nous dire qu'il discute tous les jours avec le Premier ministre israélien, avec donc Netanyahou, et les journaux, les médias n'en parlent pas. Par contre, la manière dont il a cuit ses frites, alors là, on en a mangé. Et donc, on retourne à ce meeting et, par exemple... Je vais vous montrer le genre de déclaration que fait Donald Trump. On n'est pas dans le danger, mais on est dans le questionnement intellectuel. Lorsque il revient sur l'ouragan Hélène et il nous explique que c'est un nouveau terme, que c'est un water hurricane, que c'est donc qu'il y avait de l'eau. Ben oui, il y a toujours de l'eau. Mais on écoute Donald Trump. It was a water hurricane, more water than we've ever experienced from one storm. And it created rivers out of valleys. Donc voilà, donc si Kamala Harris avait expliqué qu'il y avait eu de l'eau avec cet ouragan qui s'est formé
dans l'océan et qu'il y avait eu de la pluie, etc., je peux vous dire que ça serait une affaire nationale aujourd'hui. Il y a aussi, désormais, sans que cela intéresse les médias généralistes, cette obsession pour l'année 1798. On va écouter Donald Trump. We had to go back to 1798. That's when we had laws that were effective. 1798 we had to go back to. And if they come back into our country, it's an automatic 10 years in jail with no possibility of parole. Automatic if they come back into our country. And I'm hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. Donc, dans le deuxième aspect deuxième aspect de l'intervention de Donald Trump, c'est pas vraiment de ça que je vais vous parler. On voit que il fait acclamer l'idée de la peine de mort. Est-ce que c'est un sujet que vous avez entendu, que ça soit sur les plateaux français ou à travers les réseaux sociaux? Non, on n'en parle pas. Par contre, on va vous demander si Kamala Harris, est-ce que c'est normal qu'en 2019, elle était pour l'arrêt du fracking en Pennsylvanie et que depuis, elle a changé d'idée? Mais ça, on n'en parle pas. Aucune question. 1798, c'est là où nous devons retourner. C'est vers ces lois. En 2016, quand America Great Again, le slogan est arrivé, on a compris, on s'est dit, OK, en fait, il parle de l'Amérique avant Obama. On sait que ça a été un moment fondateur de la volonté de campagne de Donald Trump. C'était Obama, que beaucoup d'électeurs républicains n'ont jamais pardonné à l'Amérique d'avoir choisi un président noir. Donc, on s'est dit, Make America Great Again. Donc, again, c'était avant Obama. On s'est rendu compte que peu à peu, en fait, il avait envie de retourner plus en arrière et on parlait plutôt d'une Amérique qui était blanche, qui donnait tous les pouvoirs aux Blancs et où les Noirs n'avaient pas vraiment de pouvoir, ne pouvaient pas voter. Le Make America Great Again, c'était l'Amérique des années post-Deuxième Guerre mondiale, des années 40, des années 50, avant les droits civiques. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que Make America Great Again, c'est revenir à une époque où il y a des lois qui permettaient d'arrêter des citoyens américains. Une période où les femmes n'avaient pas le droit de voter, où les hommes prenaient toutes les décisions par rapport à une femme, si elle n'avait pas le droit d'avoir de compte bancaire, si elle pouvait voyager, si elle pouvait quitter le territoire, si elle pouvait quitter le comté. Une époque où, évidemment, le pouvoir était entre les mains de les plus grandes fortunes qui avaient créé un système de taxation qui leur permettait d'échapper à l'impôt. Et donc Donald Trump, sans que ça intéresse les médias américains, qui sont plus intéressés à parler de lui lorsqu'il parle de la taille du sexe de Arnold Palmer, est en train de nous dire, l'Amérique, si on veut qu'elle soit great again, il faut retourner en 1798, là où il y avait des vraies lois. Je vous rappelle qu'une loi de ces années-là, c'est celle en Arizona qui interdit l'avortement et punit les médecins qui les exécutent et les patientes qui en ont besoin. Donald Trump, hier en meeting, c'était cette phrase que
que je viens de passer la vidéo sur Twitter où il revisite son mandat à la Maison-Blanche en nous expliquant « Vous n'avez aucune idée de tout ce que j'ai fait lorsque j'étais à la Maison-Blanche. J'ai arrêté des guerres avec la France. Ouais, le sol français. J'ai arrêté des guerres avec le territoire français. » On écoute Donald Trump. As many as you have no idea what I did in the White House. I stopped wars with France. France, you know the France story? They were going to charge us, think of this, 25% to all America. I have to protect American companies, whether we like them or not. Some of them I didn't even like. You know, Google is treating us much better. Do you notice that? What happened to Google? They're treating us much better. Very nice. I appreciate that very much. They say McDonald's was one of the most viewed things that they've ever had. Can you believe McDonald's? Donc en 10 secondes, vous avez 4 débuts de phrases qui n'ont aucun rapport, une incohérence dans le propos, mais personne va traiter de cet extrait dans les médias américains et on va être plus intéressé à se demander si la joie exprimée par Kamala Harris est suffisante pour permettre à l'Amérique d'évoluer. Et puis, il va y avoir, et c'est un extrait parmi tant d'autres, ce moment où Donald Trump va insulter l'intelligence de Kamala Harris, et vous allez comprendre ce qu'il y a derrière ces propos. On écoute tout de suite Donald Trump. Under Kamala and her economy, millions of Americans, she has no idea about an economy. She's not a smart person. She's a low IQ individual. She is. She's a low IQ person. Kamala Harris, donc un quotient intellectuel bas. Je vous rappelle qu'elle est allée à l'université gratuitement parce qu'elle avait été détectée comme une adolescente qui avait un quotient intellectuel supérieur. Elle a été élue Attorney General, elle a été élue sénatrice, elle a été vice-présidente pendant 4 ans. Et donc, non seulement ce sont des insultes de la part de Donald Trump, ce sont évidemment des mensonges. On pourrait d'abord se demander pourquoi. Longtemps, je me suis vraiment demandé pourquoi ces insultes en permanence sur l'intelligence, du moins la bêtise de Kamala Harris. Évidemment, c'est pour démontrer que lui, c'est un génie, c'est un stable genius. Et je vous ai fait une émission sur, justement, il explique comment ces gènes sont purs. L'émission que je vous ai faite sur l'obsession génétique de Donald Trump, aucun média n'en parle. Aucun média n'en parle, alors que lui en parle. Mais il y a 2 autres dimensions derrière. C'est à la fois du sexisme et à la fois du racisme. Le sexisme, c'est cette position de dire que les femmes sont plus bêtes que les hommes. C'est un thème récurrent dans les milieux sexistes, machos. Donc c'est la femme qui n'est pas capable de prendre des décisions importantes. On revient en 1798 parce que la femme est plus bête que l'homme. Et donc en permanence, lorsqu'il dit que Kamala Harris est stupide, ça veut dire elle est stupide parce que c'est une femme. Et la deuxième dimension, et c'est documenté, c'est extrêmement documenté, c'est du dog whistling. Les capacités intellectuelles limitées, le low IQ, c'était un thème de propagande nazie lorsqu'on parlait des Juifs, mais surtout, ça a été un des thèmes dominants dans cette Amérique raciste au moment des droits civiques, lorsqu'il fallait permettre aux Noirs de voter. C'était un thème important d'expliquer que de toute façon, les Noirs avaient un quotient intellectuel limité. Je vous fais pas la photo parce qu'on dit voilà, il se rapproche d'un certain animal. Et donc, lorsque Donald Trump parle en permanence devant son public d'extrême droite, qui lui, la ref,
il a à fond lorsqu'il explique que Kamala Harris est un low IQ, c'est de rappeler, parce qu'il avait dit la même chose sur Obama d'ailleurs, c'est de rappeler que Kamala Harris est noire. C'est une femme et elle est noire. Et tout ça, c'était hier et personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Demain, quand Donald Trump va sûrement essayer de faire changer le narratif lorsqu'on va parler de Beyoncé avec Kamala Harris sur l'avortement, il va y avoir encore une déclaration ridicule. Il va y avoir un stunt, la mise en scène d'un événement qui va attirer encore une fois les médias et qui va faire déblatérer les experts de plateau. Mais la réalité, c'est ça. C'est ce que je viens de vous montrer. Le véritable visage de Donald Trump, c'est ça. Le véritable visage de sa campagne électorale, c'est ça. Et les médias n'en parlent pas.